Bonsoir, mes chers Goyim. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai décidé que lorsque vous finirez par m'élire dictateur des États-Unis, ou peut-être dictateur du monde, c'est ainsi que je vous saluerai chaque soir pour vous apporter les nouvelles. Je ne sais pas comment s'est passé votre week-end, mais moi, j'ai été déclaré hors de danger dans les dossiers Epstein. Moi, l'artiste autrefois connu sous le nom de Kanye West, nous avons été déclarés hors de danger. Eh bien, on avait vraiment raison. On avait tellement raison, ce podcast. Est-ce que je peux juste dire qu'il vieillit vraiment bien comme un bon vin? Parce que ça, c'était moi, jeudi dernier à peu près. Écoutez ça, c'est la synagogue de Satan. Je ne fais pas les choses à moitié quand il s'agit de défendre des pédophiles. Au revoir. Tu es fou ou quoi? Je vous déteste tous. Je pense que vous faites tous partie de la même entité démoniaque. Votre Dieu est Satan. Vous êtes tous des adorateurs de Baal. Vous continuerez à tuer et à sacrifier des enfants jusqu'à ce que vous sentiez que ce démon vous récompense. Et je m'oppose à vous. Tu es intense. Ouais, voilà ce que je pense de ces gens. Tu es intense. Ils sont sataniques. À droite comme à gauche, en haut. J'ai un peu l'impression de ne pas m'être assez donné à fond. Bref, aujourd'hui, on y va à fond. Comme toujours, bienvenue à nouveau chez Candice. Je suppose que je devrais commencer par la question obligatoire. Est-ce qu'on parle encore des dossiers Epstein? Est-ce qu'on parle toujours de ces dossiers Epstein? Oui, en fait, on en parle encore, Trump. Oui, mec. Je n'arrive pas à croire que tu sois mêlé à tout ça, que tu gardes ça secret pour protéger les élites, sachant ce que tu sais forcément, ce qu'ils font. Parce que si nous, on sait, comment pourrais-tu ne pas savoir? Vous savez qui n'a pas du tout été surpris en lisant les dossiers Epstein? Toute personne qui regarde cette émission. Et bien sûr, les gens, surtout ceux qui font partie de mon club de lecture. Un clin d'œil à ceux qui sont dans le club de lecture, parce que le livre que nous lisons en ce moment tombe vraiment à pic, littéralement. Nous terminons ce livre vendredi, Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Après avoir lu auparavant L'assaut contre la vérité, ces personnes n'ont pas du tout été surprises parce que je vous ai tout expliqué. Ce que Sigmund Freud et ses compagnons francs-maçons du Bnei B'rith croient réellement à votre sujet, ce qu'ils pensent, comment ils ont accompli certaines choses, cette fausse dialectique, leurs moyens pour diriger la société occidentale, démanteler les empires chrétiens. Oui, il détestait les chrétiens. C'est un fait. Il en a beaucoup écrit. Il détestait les catholiques. Et oui, il pratique des rituels. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une théorie du complot. La seule conspiration, ce sont ceux qui complotent pour cacher ces faits, et maintenant, nous pouvons vraiment les regarder de haut. Et non, je veux être clair, ce n'est pas le judaïsme. Ce n'est pas le judaïsme de votre grand-mère. C'est du mysticisme occulte. C'est ainsi que cela peut se glisser à travers toutes les religions, n'est-ce pas? Aleister Crowley. Comment pouvait-on avoir l'étoile de David autrefois? Qu'est-ce que c'était? Avant 1914. C'était le drapeau du Maroc. C'est étrange, ce n'est pas une nation juive. Que symbolise-t-elle réellement? Le mysticisme occulte. C'est pour cela qu'elle est sur la couverture des livres d'Aleister Crowley. Si vous allez pratiquer la magie et les rituels. Et oui, désolé les gars, il faut se réveiller. C'est lundi, on doit vous y amener. Ils considèrent que les enfants sont une partie nécessaire de leur rituel d'initiation. Ce que je vais vous lire est en fait une citation directe de Sigmund Freud. D'accord. Une personne qui était saluée comme un héros. Nous étions au lycée et au collège, et c'est le père de la psychologie moderne. Oui, les gars, c'est un peu ça le problème. C'est justement ça le problème, en fait. Bref, pour contextualiser cela, il écrit une lettre à son meilleur ami, également la personne avec qui il avait une liaison homosexuelle et qui l'a mentoré, Wilhelm Fliess. Maintenant, je devrais passer à la partie suivante et vous dire. Wilhelm Fliess a également abusé de son propre fils, Robert Fliess. Robert Fliess en a parlé quand il a grandi. Mais Sigmund Freud écrit à Wilhelm Fliess après avoir été initié parce qu'ils attendent que tu aies 36 ans pour t'initier à la cabale occulte et mystique. Je vais vous lire ce qu'il écrit. Il fait référence à une patiente qu'il n'avait pas comprise avant son initiation, qui est venue le voir. Et elle lui a parlé de ce qu'elle avait vécu lorsqu'elle était enfant. Il écrit « Imaginez que j'ai obtenu une scène, ce qui signifie qu'une patiente en parlait à propos de la circoncision d'une fille, la coupe d'un morceau de sa lèvre.
aspiration du sang, après quoi l'enfant recevait un morceau de la peau à manger. Il avance ensuite rapidement et dit « Je rêve donc d'une religion diabolique primitive dont les rites se perpétuent en secret et je comprends la thérapie sévère des juges des sorcières. » Et puis il parle de cela. Freud sous-entend ici, soit dit en passant, que nous sommes totalement à l'abri de l'antisémitisme. Ce livre a été écrit par un homme qui était le directeur des archives Freud. Il a lu les œuvres inédites de Freud et a déterminé que oui, Freud savait que les enfants étaient abusés à Vienne. Et il a créé une psychologie en tant que science sociale pour aider à manipuler ces enfants. C'est cela dont vous devez être conscient. Tout cela est réel. Ce n'est pas imaginaire. Ce ne sont pas des gens farfelus sur Internet qui vous disent cela. C'est tout le contraire. Et puis ce type, Jason Mason, qui écrit ce livre, écrit cela. Freud sous-entend ici que les sabbats étaient de véritables événements, faisant partie d'une religion ritualisée dans laquelle des perversions sexuelles étaient mises en scène. Donc il était conscient que cela se produisait. Et au cas où vous ne le sauriez pas, Sigmund Freud, l'histoire en arrière-plan est complètement folle, n'est-ce pas? Il a été un jour un paria dans ce cercle très fermé et pervers, le club de psychologie à Vienne, parce qu'il a dit la vérité. Il est allé à la morgue. Il a examiné des enfants qui étaient morts après avoir été horriblement assassinés et agressés sexuellement. Il a ensuite vu des patients, des enfants encore en vie, qui lui racontaient ce qu'ils avaient vécu. Et après avoir parlé à ces enfants, il avait conclu qu'ils disaient tous la vérité. Il est donc ostracisé par la communauté des psychologues. Il répond « Non, c'est vraiment en train d'arriver. Et c'est aussi incestueux. » Et ils disent « Allez-vous-en, tu ne peux pas être avec nous. Vous ne pouvez pas publier son article. » Oh non, que penseraient les goyim? Il a effectivement publié ses conclusions. Et comme je l'ai dit, le pervers s'est retourné contre lui. Puis, chose remarquable, à l'âge de 36 ans, il participe à un rituel au cours duquel il est accueilli au sein du club. Et il change d'avis et il écrit à Wilhelm Fliess qu'il comprend maintenant. Voilà ce que je viens de vous lire. Il comprend maintenant ce qui se passe. Et c'est pourquoi vous devez vous réveiller et reconnaître que c'est ce qui se passe dans notre monde. Et ce à quoi il fait référence, ce sont des festivals et des cérémonies païennes antiques qui tournent autour des cycles de mort et de renaissance de la Terre. Et donc, pour que ce soit bien clair pour vous, nous ne sommes pas dans une guerre entre des religions monothéistes. Les personnes contre lesquelles nous nous battons sont en réalité des gitans païens qui portent un masque. Du judaïsme, je dirais, depuis la chute de l'empire khazar disparu. Les Khazars étaient une tribu turcique nomade qui a adopté le judaïsme au 8e siècle. Maintenant, Freud aussi, cette partie est importante. Nous allons en venir à ce qu'il y a dans les emails d'Epstein, parce que, franchement, si je ne vous disais pas la vérité, Freud lui-même était raciste, d'accord? Comme je l'ai dit, il faisait partie du groupe franc-maçon d'Iberet qui avait... Si vous ne savez pas ce qu'est le B'nai B'rith, il est temps de vous réveiller, surtout si vous êtes en Amérique. OK, cette loge, c'est un repère de suprémacistes juifs. Ils ont joué un rôle déterminant dans la guerre civile américaine. Ils excellent dans la création de fausses dialectiques, le Nord contre le Sud, la gauche contre la droite. Ulysses S. Grant a notoirement expulsé les Juifs de son district militaire, le Tennessee, le Mississippi, le Kentucky. Tu penses qu'il était juste, quoi? Encore un autre suprémaciste blanc. Tout le monde est juste un suprémaciste blanc. Je veux dire, encore un autre, eh bien, il l'aurait traité de suprémaciste blanc ou d'antisémite. Tout le monde est juste antisémite. Non, il disait tout ce que tu fais avec ce qu'il tramait dans ses loges B'nai B'rith, qui est ensuite devenu l'ADL après le meurtre rituel d'une jeune fille catholique nommée Mary Fagan. On ne peut plus cacher cela désormais. Je me fiche que Dennis Prager écrive une autre lettre pour dire que ce n'est pas vrai. Cette affaire n'est pas réelle. Cela s'est produit tellement de fois, aux mêmes dates, pendant la même période de fête, tout au long de l'histoire, qu'il devient ridicule de ne pas reconnaître que c'est vrai et que c'est réel. Et les dossiers Epstein nous donnent l'occasion d'en parler, d'entendre la façon dont ils parlent de nous à huis clos, exactement comme Sigmund Freud le faisait. C'est raciste, non? Je veux préciser que pour eux, il s'agit d'une philosophie religieuse, d'une perspective raciste, selon laquelle nous sommes des goyim, c'est-à-dire du bétail, qui sont censés être menés et dominés. J'ai dit cela à la fin de l'année dernière. J'ai dit, c'est ainsi que je suis traité parce que je ne leur obéis pas. D'où leur comportement psychotique, obsessionnel et franchement malveillant dans la façon dont ils m'ont affronté.
J'essaye simplement de continuer ma vie après avoir réalisé que je ne veux pas travailler pour des psychopathes sionistes. Je n'ai tout simplement pas envie de faire ça, si ça ne dérange personne. Pour eux, c'est comparable à un esclave qui refuse de se soumettre. Comment oses-tu? Ils ressentent peut-être ce que toi ou moi ressentirions si un animal nous battait à une partie d'échecs. C'est ce qu'ils ressentent quand Candace dit simplement « je m'en vais » et que sa vie n'est pas ensuite ruinée ou détruite. Et ils continueront à publier des choses et à m'insulter. Tout ce qu'elle dit est une théorie du complot antisémite, jusqu'à ce que les emails sortent. Et Jeffrey Epstein, qui travaillait pour les Rothschild, selon ses propres dires, l'a écrit dans un email. Les Rothschild, qui s'attribuent le mérite d'avoir créé quel État-nation? Ah, c'est vrai, Israël. Israël, le même État-nation où de nombreuses femmes affirment avoir été victimes de rituels d'abus dans une forêt par des rabbins. Cela se passe à la Knesset. En ce moment, cet État-nation affirme qu'elles avaient 3 ou 4 ans lorsque cela s'est produit. Il dit « Ce sont mes patrons, les Rothschild ». Et voici une vidéo brève, mais loin d'être exhaustive, qui a été réalisée par « Je suppose que ce type doit être un goy, non ?» Goy? Regardez, goy, TikToker, anticonformiste, a monté ça. Écoutez ça. Israël s'est mentionné 2 fois plus que Donald Trump dans les nouveaux documents. Ici, il discute avec Roger Schenck, un universitaire juif américain et employé de fonds spéculatifs, affirmant que les Juifs créent d'immenses fortunes en manipulant les marchés, en créant de la spéculation financière et en exploitant la main-d'œuvre. Il dit « Laissez les goïms s'occuper du monde réel ». Lors d'une discussion avec la famille Rothschild, Epstein dit que s'il renversait le gouvernement ukrainien, il y aurait de grandes opportunités. La famille Rothschild a payé Epstein 25 millions de dollars pour certains algorithmes. Lors d'un entretien avec Peggy Sagal le 7 août 2010, elle demande si l'événement sera 100% juif. Il dit que non, ils auront des goyim en abondance. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont que de brillantes guêpes de JP Morgan. Joshua Finkelstein, le fils de Larry Finkelstein de BlackRock, est accusé de ne manifester aucun respect envers les non-juifs, les considérant comme des sous-hommes. Ceci provient de son ex-petite amie, Svetlana. Il la pousse à avorter. En 2017, Epstein a une conversation où il dit « Si vous voulez engager les meilleures personnes, il faut n'embaucher que des juifs. N'embaucher que ceux qui peuvent prouver qu'ils sont juifs génétiquement. » Maria Farmer, l'une des premières victimes à avoir dénoncé Epstein. Je n'avais pas le droit d'aller chercher à manger. Et quand j'ai appelé Ghislaine pour lui demander pourquoi je ne pouvais pas manger là-bas, elle m'a dit « C'est un club de golf juif. Tu n'es pas juive. Ils ne vont pas te servir. » Ils pensent sincèrement que leur ADN est supérieur à celui de tout le monde. Il a dit que leur opération était motivée par la suprématie juive. Est-ce que quelqu'un va encore dire que ce n'est pas réel? Et vraiment mauvais moment, Rob McCoy, qui a écrit une lettre publique m'accusant d'être antisémite. Peux-tu consacrer un peu de cette énergie à Israël, tes maîtres? Parce que je ne les laisserai pas être les miens. Je ne peux tout simplement pas. Je reconnais la situation pour ce qu'elle est. C'est utiliser des finances troubles pour mettre les gens au pas, pour ainsi dire. Je connais, comme je l'ai dit, l'histoire, la véritable histoire de la traite des esclaves, et la capacité incroyable à s'effacer de l'histoire à chaque fois est vraiment particulière. C'est vraiment unique. Et comme je l'ai dit, si tu veux savoir ce qui est arrivé à l'Amérique, tu dois commencer à retracer la lignée des loges B'nai B'rith. Regarde, je veux dire, probablement des livres, évidemment, que tu ne pourrais jamais lire au lycée. Vous devez commencer à mener vos recherches de manière indépendante. Les ancêtres de la famille de Ben Shapiro, B'nai B'rith, d'accord? Barry Weiss, B'nai B'rith. C'est pourquoi, lorsque vous constatez ces différences entre les Juifs, ils veulent vous faire croire, à tort, que c'est ce que font tous les Juifs. Et ce n'est pas vrai. Il y a une différence fondamentale entre un Dave Smith et un Ben Shapiro. J'ai l'impression que je pourrais arrêter de travailler. Si j'envoyais juste un message à Dave Smith en lui disant que je ne veux plus être amis ni jamais travailler ensemble d'aucune manière. Plus jamais j'ai le sentiment qu'il me laisserait simplement passer à autre chose dans ma vie. J'ai ce pressentiment qu'il ne le ferait pas. Mais on peut voir qu'il y a autre chose qui se trame. Quand il s'agit de personnes comme Barry Weiss et Ben Shia, ils ne peuvent pas laisser passer ces choses-là. Parce qu'ils se considèrent comme étant censés être au-dessus de nous, n'est-ce pas? Et ils ne critiqueront pas non plus des gens comme Jeffrey Epstein. Maintenant, au cas où vous n'auriez pas prêté attention à ce qu'on a appelé Pizzagate en 2016, pour résumer, le serveur de messagerie du DNC a été piraté. Et à partir de ces emails, ils ont été rendus publics, publiés publiquement par Julian Assange, Wikileaks,
Et il y avait une quantité étrange de références à des soirées pizza, des hommes adultes, des employés du gouvernement, des hommes faisant référence à la pizza d'une manière et dans un contexte qui laissait clairement penser qu'il ne parlait évidemment pas de pizza au sens littéral. Ayant organisé des fêtes dans des ranchs et faisant référence à la pizza, je vais vous donner un exemple ici. Cet email a été envoyé à John Podesta. Il lui a été envoyé par une personne nommée Catherine Tate. Ce sont des messages très anciens, évidemment, sinon nous aurions caché son adresse email. Elle écrit « Salut John, l'agent immobilier a trouvé un mouchoir. Je pense qu'il y a une carte dessus qui semble liée à la pizza. Est-ce le tien? Ils peuvent te l'envoyer si tu veux. Je sais que tu es occupé, alors n'hésite pas à ne pas répondre si ce n'est pas à toi ou si tu n'en veux pas. Aussi, des commandes étranges et spécifiques de pizza et de hot dog. C'était le début de tout ce scandale qu'ils ont essayé de minimiser et de faire passer pour de la folie. Eh bien, je devrais vous le dire, le FBI a déjà officiellement reconnu que pizza est utilisé comme mot de code parmi les pédophiles. Donc ce n'est pas une illusion, c'est réel. Aucune théorie du complot nécessaire? Les emails d'Epstein, les gens s'y replongent. Que devons-nous penser de ces plus de 900 emails faisant référence à la pizza de façon concrète? Vous pouvez les consulter vous-même. D'accord. Bien sûr, il y a aussi les emails de Jeffrey Epstein, certains emails que nous ne verrons jamais et des photos que nous ne verrons jamais non plus. Concernant des meurtres, le fait de tuer des gens, des appels à tuer des gens, je suis sûre qu'ils vont trouver une explication à cela. Tout le monde plaisante tout le temps, en fait. En réalité, Todd Blanche s'est déjà exprimé et il a dit qu'il nous épargnait les vidéos, donc nous devrions simplement supposer qu'il existe des vidéos explicites liées à la mort, d'après sa déclaration. Et je vais maintenant passer à un exemple d'email très étrange qui a été couvert par James Lee. Écoutez ceci. Pourquoi ce nom est-il caviardé? On pourrait penser que le DOJ voudrait enquêter sur quelqu'un qui a envoyé un email à Jeffrey Epstein disant, je cite, « Je t'autorise à le tuer ». Ça s'appelle en O-E. Eh bien, heureusement pour nous tous, le DOJ est nul dans son travail. Et il existe en fait une autre version de cet email qui est moins caviardée, ou plus précisément mal caviardée. Regardez ça. « Je t'autorise à le tuer. Apparemment, il est avec Olga. Il t'a menti. Il m'a menti. » Et on peut à peu près deviner ici que le nom est Susan Hamblin. Voici une image améliorée. On peut lire juste ici Susan Hamblin. Alors, qui est Susan Hamblin? Eh bien, il s'avère qu'elle est conseillère financière et fondatrice de l'agence d'adoption Kids to Families. Il semble que l'agence n'existe plus, mais j'ai pu trouver cette archive sur la Wayback Machine. À ce stade, nous ne savons toujours pas qui est Olga, mais selon certains reportages, il est dit que la seule fois où ce nom a été mentionné dans l'affaire Epstein, c'est lorsque son ancien avocat Alan Dershowitz a raconté avoir reçu un massage d'une femme du même nom chez Epstein. Fait intéressant, il y a quelques années, Susan Hamblin a poursuivi News Group Newspapers, l'éditeur du Sun, qui avait publié cela, que Susan Hamblin avait manipulé et procuré une jeune femme de 16 ans pour qu'elle soit abusée sexuellement par Epstein, et lui a dit qu'Epstein la tuerait, elle et sa famille, si elle révélait à quiconque ce qu'Epstein avait fait. Depuis, ils ont retiré ces articles et accepté de lui verser une compensation substantielle. Mais on peut voir une certaine Sue Hamblin sur cette photo avec Jeffrey Epstein la décrivant comme étant sa prétendue assistante, ainsi que sur cette photo d'elle quittant l'appartement new-yorkais de Jeffrey Epstein, où elle est présentée comme une confidente de longue date. Il se passe beaucoup de choses ici, mais la leçon à retenir est que le ministère de la Justice veut nous cacher toutes ces informations. Mais heureusement, Internet est toujours invaincu. J'adore aussi le fait qu'il porte un uniforme de la CIA. T-shirt. James, excellent travail. Tant de journalistes indépendants, heureusement. Sinon, tout cela aurait été enterré. Je veux dire, si vous regardez ce que le public essayait de dire, ils ont même essayé de réhabiliter certaines de ces personnes. Alan Dershowitz, c'est incroyable que cet homme a côtoyé tant de personnes comme Mark Levin et bien sûr Bari Weiss, toujours les défenseurs inconditionnels d'Israël. Rien à voir ici, rien à regarder. Les gens, cela est devenu viral ce week-end. Les gens ont eu raison de revenir en arrière et d'examiner. Ben Shapiro, encore une fois, travaillant assidûment, comme il l'a fait avec Pizzagate, pour dire aux gens d'ignorer les emails d'Epstein parce qu'il avait des sources. Et tout ce que nous avions besoin de savoir était déjà sorti. Écoutez ça. Elle est sortie en affirmant qu'il y avait des dizaines de milliers d'heures d'enregistrement. Il y en a d'ailleurs, mais il s'agit de pornographie infantile.
La raison pour laquelle le FBI ne les publie pas, c'est parce que ces enregistrements n'incluent pas de mineurs avec des tiers sur l'île d'Epstein. Ce n'est pas ce que sont ces enregistrements. J'ai aussi des sources au sein du gouvernement fédéral qui couvrent cette affaire et ont vu les documents. Ces enregistrements ne sont que de la pornographie infantile. C'est tout. C'est ce qu'ils sont. C'est pourquoi le FBI ne les publie pas. En ce qui concerne la liste Epstein, ce que mes sources m'ont dit, c'est qu'il n'existe pas de liste Epstein. En fait, il y a un carnet noir des contacts de Jeffrey Epstein. Et la grande majorité de ces contacts sont déjà connus publiquement. C'est pour cela que vous connaissez des noms comme le Prince Andrew ou Alan Dershowitz, ou certains des noms qui ont été mentionnés ici. Selon le DOJ et le FBI, et encore une fois, c'est public, il n'y a aucune preuve que l'un de ces tiers ait fait venir des filles victimes de trafic. Ce n'est pas une preuve qui a été clairement présentée, en tout cas au DOJ ou au FBI. Voici donc Tucker, affirmant ensuite qu'il s'agissait en réalité du Mossad. Encore une fois, sans preuve, rien de surprenant. Bien sûr, c'est là que Tucker se rendait. Cette rumeur qui circule beaucoup sur Internet est dénuée de preuves. Vous dites que le Mossad était en fuite. Jeffrey Epstein. Quand je dis sans preuve, je veux dire sans preuve. Naftali Bennett, l'ancien premier ministre israélien, a déclaré « En tant qu'ancien premier ministre israélien, avec le Mossad qui me rendait directement compte, je vous affirme avec une certitude absolue que l'accusation selon laquelle Jeffrey Epstein aurait travaillé d'une manière ou d'une autre pour Israël ou le Mossad et aurait dirigé un réseau de chantage est catégoriquement et totalement fausse. Cette accusation est un mensonge colporté par des personnalités en vue sur Internet, comme Tucker Carlson, qui prétendent savoir des choses qu'elles ignorent. Et en fait, j'ai relancé l'ancien premier ministre Naftali Bennett, et ce qu'il m'a dit, c'est que le Mossad n'a pas été actif aux États-Unis, ni contre les États-Unis, depuis l'affaire Jonathan Pollard de 1987, lorsqu'un sous-traitant de l'armée américaine, qui travaillait en réalité pour la marine, a révélé des informations classifiées au gouvernement israélien. Poursuivi par Washington, il fut emprisonné pour 30 ans sans rien voir. C'est hilarant. Et depuis lors, Israël n'a plus espionné les États-Unis avec le Mossad. D'accord, les gars. Voilà, c'est tout. Il le fait sans sourciller. C'est comme... Bon, de toute façon, les gars, il y a des millions de femmes, mais même pas la peine. C'est comme si le Mossad n'avait rien fait du tout. Je sais que ça paraît bizarre parce que Bibi est toujours là ou peu importe, et on dirait qu'on suit toujours leur avis partout. Mais le Mossad, comme ils l'ont dit à l'époque, ils étaient genre « je me pose ». Et ils n'ont absolument rien fait ici. Je sais que ça peut donner cette impression. Myriam Adel a dit qu'elle ne connaît même pas leur nom. Elle ne sait même pas qui ils sont, en fait. Elle fait ses affaires et elle donne 200 millions de dollars à Trump, mais ça n'a rien à voir avec le Mossad. Je voulais juste vous apporter ce rapport stupéfiant de Ben Shapiro. Merci pour ces éclaircissements, Benjamin. Nicki Minaj s'est également emporté dans une série de tweets après qu'il a été révélé que Jay-Z était mentionné dans l'un des emails. Maintenant, je vais attendre d'avoir un peu plus d'informations concernant cet email, car je ne veux pas être le premier à publier. Parce qu'ils disent maintenant que certains de ces emails sont arrivés plus tard, lorsque les gens ont alors été autorisés à inonder le FBI de signalements. Cela pourrait ne pas être correct non plus. Alors, laissez-moi un peu plus de temps pour creuser le sujet. Mais le fait est que Jay-Z a été mentionné ici. Et c'était dans le contexte d'être avec Harvey Weinstein en train de regarder quelqu'un se faire agresser. J'aurai certainement plus d'informations à vous donner. Et en gros, beaucoup de gens ont eu raison de se désabonner de Jay-Z. Je ne suis plus fan de Jay-Z depuis très longtemps. C'est très évident. Il nous a vendus aux fédéraux. Il travaille clairement pour les fédéraux. J'ai toujours pensé que la personne qui s'est manifestée et a été honnête sur ce qui se passait avec Diddy est casse, en parlant de la façon dont les fédéraux traitent avec les rappeurs. Ils leur donnent des tonnes d'argent et ensuite ils font entrer de la drogue. Ça m'a juste semblé être la chose correcte. Mon intuition concernant Jay-Z, c'était évidemment ce dans quoi il était impliqué. Et donc oui, Nicki Minaj avait beaucoup de choses à dire parce qu'elle se sent en quelque sorte justifiée à bien des égards. En parlant de la façon dont fonctionne l'industrie du hip-hop, que tu dois t'impliquer dans beaucoup de ces choses. Et si tu ne le fais pas, ils vont essentiellement te mettre sur liste noire. Et tu sais quoi? Il a parlé de la façon dont tu te fais blacklister dans l'industrie. Il était évidemment trop fatigué et n'est jamais arrivé à écrire ses tweets qu'il comptait publier parce qu'il était très fatigué et qu'il avait besoin d'une sieste. Mais il était sur le point de s'en prendre à tout un tas de personnes qui faisaient ce blacklisting. Et je crois vraiment que Jay-Z fait partie de cela. Comme je l'ai dit, pour moi, ça relève du bon sens et je pense que d'autres choses vont sortir et des gens arrêtent de le suivre. Bref, voici ce que Nicki Minaj avait à dire.
Elle a écrit « Votre artiste préféré pratique des rituels ». Dans une secte satanique où ils prennent des bébés d'autres pays pour les mutiler et les tuer comme forme de sacrifice de sang à leur dieu. Vous voyez, quand votre maître est Satan, vous devez constamment verser du sang. Cependant, la mascarade est terminée. Et oui, elle n'est pas la première personne à Hollywood à dire ça. Je veux dire, à chaque fois qu'on vous montre des choses, même quand on vous a montré l'activité du CERN qui se passait, que quelqu'un a filmé, ils sont juste sortis en disant « Oh, on faisait semblant ». C'était juste pour s'amuser. C'est ce que les scientifiques font. Ils se déguisent au milieu de la nuit et font semblant de poignarder des femmes devant une statue de Shiva. C'est à peu près ce qu'ils nous ont dit à propos du CERN. Je ne sais juste pas combien de choses on peut encore nous mettre sous le nez avant qu'on se réveille et qu'on réalise. Ces gens nous gouvernent et ils gagnent quand on se bat les uns contre les autres. C'est tout simplement la réalité. Je ne vois vraiment pas comment on peut avoir énormément de succès à Hollywood et ne pas faire partie du club, car Hollywood a été fondé sur ce principe. Hollywood Babylone. Nous vous en avons parlé. Dans notre club de lecture, ils ont littéralement importé des gens de Vienne, là où travaillait Sigmund Freud ou ses disciples. Ils les ont importés et ils en ont fait des directeurs, ils en ont fait des acteurs, ils en ont fait des actrices. Et on leur a confié la mission de détruire le christianisme, tout comme ils le faisaient sur le continent européen. Je n'ai pas le temps de vous parler de la Seconde Guerre mondiale. Supposez simplement que tout ce qu'ils vous ont dit est faux et à l'envers. Ils mentent sur ce qui s'est passé hier. Ils ne nous disent certainement pas la vérité sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, je me fiche de la façon dont vous m'appelez. Il est temps que tout le monde se réveille. Et évidemment, nous n'obtenons pas tous ces dossiers. Ils protègent énormément de gens. Le fait que vous ne puissiez pas trouver, par exemple, les Adelson ici est complètement ridicule. Des personnes qui sont encore au pouvoir, comme leurs agents actifs en Amérique aujourd'hui, sont toutes protégées, ce qui rendait d'autant plus intéressant de voir qu'ils ont en quelque sorte sacrifié Peter Thiel. C'était intéressant. Comme je l'ai dit, on peut retracer tout cela à travers la politique, Hollywood, l'occultisme juif, les mystiques occultistes juifs qui ont créé ces industries. Mais Peter Thiel, ses courriels ont été publiés là-bas et ce n'est pas bon pour J.D. Vance. Je vous le dis tout de suite. Je pense que c'est vraisemblablement le plus gros scandale qui ressort de, je suppose, devrais-je dire, l'événement le plus important qui ressort de ces courriels que je puisse voir actuellement. Il y a des millions à examiner. Nous aurons donc plus d'informations et nous en reparlerons. Mais J.D. Vance, il était en quelque sorte là, il l'avait là-bas, n'est-ce pas? Genre, il va se présenter en 2028. Il ne s'est pas particulièrement investi dans les questions sionistes. Il semble s'abstenir. Elle est restée silencieuse pendant toute l'affaire Epstein. Il ne semblait absolument pas être d'accord. Mais tout le monde sait que Peter Thiel a effectivement financé J.D. La carrière de Vance, il avait probablement quelque chose à voir avec J.D. Vance a conclu un accord avec Netflix pour adapter son livre Hillbilly Elegy, je crois. Et Peter Thiel, dont on a parlé au début comme étant quelqu'un qui était ami avec Epstein, est allé chez Rogan à la fin de l'année dernière. Et il a plus ou moins laissé entendre qu'il ne connaissait pas vraiment Epstein, mais qu'il lui parlait surtout de mathématiques, parce qu'il connaissait les impôts et comment les éviter. Écoutez plutôt. Personnellement, j'ai aussi rencontré Epstein à quelques reprises. Et je pense que, honnêtement, Comment as-tu été présenté? c'était Red Hoffman dans la Silicon Valley nous a présenté en 2014. Mais c'était essentiellement ça. Et je n'ai pas vérifié, je n'ai pas posé assez de questions à ce sujet. Quand on te l'a présenté, comment t'a-t-on parlé de lui? On le décrivait comme l'un des plus grands experts mondiaux en fiscalité. Intéressant. Et j'ai probablement que c'était ma faiblesse morale que j'ai. Comment auriez-vous pu le savoir à l'époque? Il n'avait jamais été arrêté. Non, c'était en 2014. C'était après l'arrestation. Ah, donc son arrestation était la première, c'est bien ça? Ouais. C'était... 2007-08. D'accord. D'accord. Et ainsi, Mais, vous savez, vous supposez qu'il n'a pas passé autant de temps en prison. droite. Ce n'était probablement pas aussi grave que ce qui avait été prétendu. Il y avait certainement l'illusion qu'il y avait toutes ces autres personnes en qui j'avais confiance. Red, qui nous a présenté, et tu sais, c'est lui qui a lancé LinkedIn, il était, tu sais, peut-être trop concentré sur le réseautage professionnel. C'est ça.
mais je pensais qu'il avait toujours eu un bon jugement concernant les gens. Quand tout a éclaté et qu'Epstein s'est fait arrêter une deuxième fois, tu t'es dit, eh ben voilà. J'y ai pensé. J'y ai beaucoup réfléchi, en conséquence. Ouais. Oui, j'en suis sûr. Et il y a vraiment réfléchi, car il envoyait beaucoup d'emails à Jeffrey Epstein, le rencontrait souvent. Ça donne clairement l'impression qu'ils étaient très proches, l'invitant sur l'île. En gros, ce type va être là. Il vient d'Europe. D'ailleurs, tu devrais venir ce week-end. Ils étaient ensemble partout à New York, se contactant sans arrêt. Ça ne donne pas une bonne image. Il ne fait aucun doute que ces deux-là étaient amis et je n'accepte pas que la personne qui, en gros, nous espionne tous ait un accord avec l'armée. Palantir, d'ailleurs, il faut le préciser. Aussi, les gars de Palantir ont été envoyés à la base aérienne de Fort Huachuca en juillet. On en parlera plus tard. Et maintenant, on est censé croire ça. Il s'est juste dit « Oh, je ne pouvais pas aller plus loin. Je n'avais aucun contexte pour comprendre de quoi Epstein était accusé. » Et j'ai décidé de rester ami avec lui malgré toutes les accusations, malgré le fait qu'il ait admis ce qu'il avait fait, n'est-ce pas? Il a conclu un accord de plaidoyer grâce à Acosta, à qui on avait dit de laisser Epstein tranquille. Si l'on en croit Acosta, c'est la raison pour laquelle il a dû, en gros, lui donner une simple tape sur les doigts. Et on est censé croire que Peter Thiel, avec toutes ses ressources, a juste dit « Crois-moi, mec, je n'y crois pas ». C'est désormais un problème majeur pour J.D. Vance. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Vance répondra de cela. Il ne pourra pas se défiler. Et je ne pense pas qu'il fera de déclaration concernant Peter Thiel. Je pense que ça va vraiment être intéressant. Ça va être un cas très intéressant, les implications de tout ça. Mais c'est aussi intéressant qu'ils aient sacrifié Peter Thiel, parce qu'il protège les autres potes. Comme je l'ai dit, je m'attends à ce que les Kushner soient impliqués ici. Évidemment, ses liens avec le Mossad. Je veux dire, il y a un peu de ça. Il organise des réunions, bébé Netanyahou, Ehud Barak est partout là-dedans. Il écrit des emails et fait des sortes de blagues qui suggèrent, par exemple, à propos de Robert Maxwell et ce genre de choses. Mais ils ont vraiment nettoyé tout ça. Je m'attendais aussi à voir d'autres noms, ce qui nous rapprocherait un peu de la résolution de l'affaire Charlie Kirk. Meurtre, à mon avis. Donc on obtient quelque chose. On est loin d'avoir tout. Et c'est pour ça que Thomas Massey exige qu'il y ait une publication plus large. Et en plus, tout cela devrait être non expurgé. Vous parlez de tuer des gens. On devrait avoir le droit de voir ça. On devrait pouvoir voir exactement qui envoie tous ces emails quand on parle d'enfants et de ce que vous leur faites lors d'actes rituels. Bref, La prochaine chose que je veux dire, c'est que, assez curieusement, la semaine dernière, jeudi, le timing est incroyable, mais Andrew Colvett et le prétendu Mickey McCoy ainsi que sa femme sont descendus rencontrer la Maison-Blanche. Et ils voulaient que le public pense qu'ils étaient en Arizona. Ils ont diffusé cette interview avec Kash Patel dans l'émission de Charlie Kirk, qui est censée être en direct tous les jours. On peut simuler un direct. On peut en faire un enregistrement préalable, mais c'est intéressant qu'ils étaient en réalité en train de rencontrer les hauts responsables à la Maison-Blanche. Je cherche des détails sur le sujet de cette réunion parce que j'ai juste besoin de savoir. Il y a beaucoup de choses concernant le décorum dans ces emails. On dirait que Jeffrey Epstein choisissait pratiquement ses filles pour gagner des concours de beauté. Il y a évidemment beaucoup de choses sur son empire immobilier, et ils ont commodément caviardé les noms de certaines de ces reines de beauté, ce que je trouve un peu suspect. Avec ce que je sais sur Jeffrey Epstein et la façon dont il évoluait, avec Jean-Luc Brunel et se rendait dans ces milieux comme Victoria's Secret, comme Miss Universe, et je pense que c'est ainsi que Trump s'est retrouvé mêlé à tout ça et qu'il est aussi effacé de ses dossiers. Il faisait du trafic à travers ces organisations. Nous le savons avec certitude. Des organisations de mannequins comme M Model Management avec Jean-Luc Brunel. Donc, je vais avoir besoin que tout cela soit caviardé. Je veux savoir qui sont toutes ces reines de concours à qui il parlait. Il demandait à voir les portfolios de femmes dans pratiquement toutes les écoles de New York. Il était en quelque sorte... il dirigeait New York City. Oui, je veux tout savoir. Ce qui m'amène bien sûr à Erika Kirk, parce qu'elle a clairement indiqué que, avant tout, elle voulait J.D. Vance à la Maison-Blanche. C'était une sorte de pression étrange dès le début à Amfest. Et nous avons travaillé à vérifier son alibi de Fort Huachuca. Nous rencontrons de gros problèmes. On en reparle après une courte pause sponsorisée. Très bien. Les amis, grâce à vous, l'année dernière, Preborn a aidé à sauver plus de 80 000 bébés. Et aujourd'hui, vous pouvez en sauver encore plus. Chaque jour, des milliers de femmes entendent le même mensonge dévastateur.
que l'avortement est leur seule option, qu'elles sont seules et qu'il n'y a aucun espoir. Mais tout change au moment où une mère en détresse entre dans une clinique du réseau Preborn et voit son bébé à l'échographie. Ce simple instant double ses chances de choisir la vie. Ce n'est donc pas seulement une image sur un écran, c'est aussi entendre le battement de cœur de son bébé, peut-être même pour la toute première fois. Et à cet instant, elle réalise soudain qu'une vie grandit en elle. Et ce n'est pas un problème à résoudre, c'est en réalité une vie qu'il faut protéger. Soyons présents pour elle dans ce moment magnifique, avec amour, prière et soutien. Pour seulement 28 $, vous pouvez offrir une échographie qui sauve des vies. Et 140 $ permettent de financer 5 échographies et 5 chances de survie. Cette année, sauvons un record de bébés. Engagez-vous. Osez. Parlez au nom de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Pour faire un don, composez le 250 livres sterling et prononcez le mot-clé bébé ou visitez preborn.com Candice. C'est preborn.com Candice. Au fait, pensez aux soins pour la peau Nimi, je les adore. L'une des raisons pour lesquelles je reste fidèle à cette marque, c'est que cela rend la régularité vraiment facile. Le monde du soin regorge de nouveautés et de promesses qui poussent au changement constant. Cela n'aide personne. Je choisis Nimi car c'est propre, simple et conçu pour durer. Janvier est déjà une période éprouvante pour beaucoup de gens, car votre peau doit affronter l'air froid et la chaleur sèche. L'emploi du temps est probablement chargé et tout semble plus bruyant que d'habitude. Ce n'est pas le moment de compliquer les choses, c'est le moment de rester constant. Les soins Nimi sont fabriqués aux États-Unis et privilégient la discipline aux tendances. Faites de Nimi votre allié beauté. Rendez-vous dès aujourd'hui sur nimiskincare.com. N'oubliez pas d'utiliser mon code CANDICE10 lors du paiement pour économiser 10% supplémentaire sur votre commande. C'est nimiskincare.com. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Hillary Clinton, dans ses emails de Wikileaks, posait la question quelques jours avant? Nous avons envahi l'Irak. Elle essayait de localiser la tombe de Gilgamesh. Je ne sais pas si vous avez lu l'épopée de Gilgamesh. Oui, certainement quand j'étais à l'université. En effet, on soupçonne depuis longtemps que Gilgamesh était en réalité Nimrod dans la Bible. Imaginez la tour de Babel. Nous pouvons construire la société. Nous sommes plus grands que Dieu. Pourquoi Hillary Clinton chercherait-elle cette tombe? En Irak? C'est ainsi que Gilgamesh est présenté en Irak, dans l'Irak actuel. Ouais, bon, il faut vous réveiller, les gars. Tout est réel. Ils vous ont fait croire que tout cela, c'était du carabia. Ce n'est pas le cas. Ils pratiquent la sorcellerie ancienne. Qui sait ce qu'ils comptaient faire avec ça, mais beaucoup de nos activités au Moyen-Orient n'ont rien à voir avec la guerre contre le terrorisme. En fait, nous sommes un peu les terroristes, on est honnête. Et ce que fait la CIA, en fait, nous sommes un peu les terroristes. C'est comme ça qu'on tue 1 million d'Irakiens simplement en mentant et en disant qu'il y a des armes de destruction massive. Non, ils ont juste massacré des gens, mais ils détruisent aussi des sites anciens. La raison à cela, c'est que, comme ils veulent l'être, c'est de ça qu'il s'agit dans le futur de l'IA. Ils veulent qu'il n'y ait plus de passé et ils contrôleront le présent perpétuel, n'est-ce pas? Tu dis que cela s'est passé hier, ils effaceront un fichier. Ce ne sera plus arrivé hier, donc ils veulent revenir en arrière et détruire toutes ces reliques. C'est pourquoi il y a cette obsession d'entrer en Arménie, ce sur quoi ils travaillent en ce moment. L'Irak, l'Iran, c'est exactement ce que je pense. L'Iran est un autre endroit où il y a tellement d'histoires, mais ils n'ont pas réussi à détruire les temples anciens, qui te montrent que l'étoile de David, elle n'a jamais été associée au judaïsme. Juifs, s'il vous plaît, réveillez-vous. La coupe de Kiddush, c'est le symbole traditionnel du judaïsme. C'est même écrit ainsi. Sur Wikipédia, il est indiqué que cela n'est apparu qu'au XVIIe siècle, n'est-ce pas? 1666, c'est l'année où cet homme, qui était un mystique, s'est déclaré être le Messie. Et ils ont adopté ce symbole parce qu'il vient en réalité du sceau de Salomon, pour les gens qui croyaient que l'anneau de Salomon détenait un pouvoir. Et je veux vous montrer cela parce qu'ils ont fait un très bon travail pour détruire beaucoup de ces reliques, de ces temples de Baal, mais ils n'ont pas fait un travail complet. Baal, ils font des sacrifices à Baal. C'est le sacrifice que ces païens font avec un bain de sang constant d'enfants. Maintenant, je veux vous montrer ceci. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Skylar, certaines de ces reliques, comme à Baalbek, au Liban. Oui, allons-y. C'est encore présent aujourd'hui, mais évidemment, Israël essaie de prendre le contrôle du Liban en ce moment. Cela ne sera pas là encore très longtemps. Et puis, nous avons un autre temple de Baal. Tu peux le voir. L'étoile de David, qu'on retrouve aussi partout chez Aleister Crowley, qui n'est pas juif, dans tous ses livres,
sur la magie rituelle, c'est la soi-disant étoile de David. Tu dois savoir cela, le symbolisme signifie tout pour eux. Et encore une fois, j'implore la communauté juive. Vous êtes tellement assidus à apprendre l'histoire. C'est juste là, sous vos yeux, commencez avec Sigmund Freud, quelque chose de récent si vous voulez, et puis commencez simplement à remonter dans le temps. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai reconnu ces mouvements marginaux. Le culte franquiste a longtemps spéculé que Jacob Frank était financé par la famille Rothschild. Eh bien, nous savons certainement que Jeffrey Epstein l'était, selon lui. Il était financé par la famille Rothschild, donc toutes ces rumeurs sur les Rothschild ne sont probablement pas des rumeurs. Ils ont simplement beaucoup d'argent et ils achètent les gens. C'est comme ça qu'on fait mentir ces pasteurs. Et il y en a dans toutes les religions qui mentiront et détourneront leur communauté. Et encore une fois, personne ne peut vous expliquer pourquoi le drapeau marocain, le drapeau du Maroc, était une étoile de David à 6 branches. Maintenant, il a 5 branches, mais il en avait 6. Quand la dynastie Alaouite, j'espère que je le prononce bien, la dynastie Alaouite, probablement que je ne le prononce pas bien, a commencé à prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font au Maroc, les gars? Ils ont été là-bas, Aleister Crowley. Pourquoi pensez-vous qu'ils voyageaient au Maroc pour revenir à Macron? Il adorait André Gide. Ils abusaient d'enfants musulmans. C'est la raison. Et ça continue encore aujourd'hui. Si vous suivez l'histoire de Brigitte, n'est-ce pas, elle passe directement par le Maroc. Bref, je voulais juste en parler parce que je pense que c'est un épisode très important, parce qu'il est temps que tout le monde se réveille dans le monde entier. D'accord? Regardez la personne à côté de vous, les religions monothéistes, elles ont toutes été infiltrées d'une manière ou d'une autre par ces satanistes. C'est ce qu'ils sont. Pour revenir à l'histoire de Charlie Kirk, il y a quelque chose d'incroyable et je n'arrive pas à croire que j'ai raté ça. Alors j'ai soudainement pensé, laisse-moi essayer de repasser en revue chaque minute et chaque heure des dernières 48 heures. En menant jusqu'au 10 septembre, pour Erika et Charlie tous les deux, j'ai commencé avec Charlie en essayant simplement de confirmer ce qui avait été dit, les déclarations publiques faites par des personnes de son entourage au sujet de sa localisation, ainsi que celles d'Erika. Et incroyablement, je n'ai pas remarqué cela, probablement parce que personne ne regarde ou n'écoute vraiment Josh Hammer, mais il s'est manifesté une fois que j'ai publié le message texte. J'ai dit que c'était le 8 septembre qu'il avait envoyé un message disant « J'abandonne la cause pro-Israël ». Eh bien, Josh Hammer est intervenu et a précisé qu'en réalité, Charlie a envoyé ce message le 9 septembre, la veille de sa mort. Voici ce que Josh Hammer a dit dans ses propres mots. Écoutez bien. Candace Owens s'est emparée de cette capture d'écran totalement sortie de son contexte, de Charlie Kirk, très contrarié qu'un donateur juif retienne son don de 2 millions de dollars. Et elle a utilisé cela pour essayer de dire « Oh, Josh Hammer ment, Charlie Kirk est resté pro-Israël jusqu'à ses derniers instants. » Mais elle omet aussi de préciser que 2 heures après cette capture d'écran, si vous regardez les horodatages, 2 heures après cela, moi et quelques autres étions dans une petite réunion Zoom, un petit appel Zoom avec Charlie Kirk la veille de sa mort que Charlie avait organisé. Charlie a organisé cet appel Zoom dans le but exprès de s'assurer qu'il avait toutes les meilleures réponses, le meilleur discours. Des conseils sur la façon de parler des relations judéo-chrétiennes et de la question israélienne sur les campus universitaires. Bon, tout d'abord, je veux juste dire qu'il raconte vraiment n'importe quoi. Charlie rentrait de Corée en disant « Josh Hammer, aide-moi à parler aux étudiants. » Quel idiot. Josh Hammer est un rabbin qui vit en Israël, comme s'il n'y avait vraiment personne d'autre de disponible. Tu te rends compte de l'heure qu'il devait être en Israël pour qu'il organise cet appel? Pourquoi il fait ça avec ce rabbin? C'était Wojcicki, peu importe son nom de famille. Il n'allait pas simplement appeler Denise Prager, avec qui tu es apparemment en train d'écrire un livre Shabbat Shalom. Ça semble un peu louche. Donc en fait, tu nous clarifies quelque chose d'assez incroyable. C'est un aveu stupéfiant, d'accord? Parce qu'on sait que quand Charlie a raccroché ce coup de fil, il a envoyé ce soir-là un message à Dan Flood et Andrew Colbert disant « Ils vont me tuer ». Tu aurais dû t'arrêter au 8 septembre parce que maintenant, le planning du 9 septembre paraît un peu suspect. Affichons ça. Je veux que vous voyiez ça. Allons d'abord au 9 septembre, d'accord? Donc, nous savons, et j'ai pu le confirmer, que Charlie est passé dans l'émission de Will Kane. C'était depuis son bureau de Tepusa. Erika a dit que Charlie avait eu l'appel avec Josh Hammer à peu près à ce moment-là. Juste pour que vous sachiez, les gars, c'est l'heure de l'Arizona, d'accord? Qu'elle se faisait faire les ongles à ce moment-là. C'est ce qu'elle m'a dit en personne. Eh bien, à 15h54, elle devait être
Elle fait référence à la discussion. Charlie envoie ce message concernant le fait de quitter la cause pro-Israël. 18 heures. Encore une fois, c'est selon Josh Hammer. Il dit 2 heures plus tard. Ce qui aurait été 17h54, 18 heures. Josh Hammer et ce rabbin qui est basé en Israël ont une conversation Zoom avec Charlie. Il envoie donc un message. La conversation s'emballe. Les gens retirent leur argent. Il dit « Je n'ai pas d'autre choix que d'abandonner la cause pro-israélienne. » Alors, ce rabbin reste éveillé et Josh Hammer reste éveillé. Ils ont une conversation téléphonique avec Charlie pour discuter des points à aborder afin qu'il puisse faire ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, car il ne sait pas comment s'y prendre lui-même. Il se tourne vers Josh Hammer. Il n'a pas une très bonne relation avec lui pour l'aider à peaufiner ses arguments. D'accord. Il reçoit des messages de Bob Schulman. Tout le monde retire son argent. Et puis, nous le savons. Après cela, il va dîner avec Erika, les enfants et un prêtre pour prier sur lui. Selon Erika, on nous dit que cette prière est liée à un article de Jézabel qui a été publié. Je sais, d'ailleurs, je n'y crois pas du tout. Je vais juste le dire. Rien qu'à cause de ma relation avec Charlie et de toutes les fois où on s'est envoyé des messages à propos d'articles ridicules en riant, je ne peux pas croire ça. Soudainement, sur un site féministe, quelqu'un écrit qu'il a acheté un sortilège sur Etsy. Que ça le pousse à ce point-là, au point d'appeler un prêtre, ça me paraît invraisemblable. Ça ne passe pas le test olfactif à mes yeux, mais contentons-nous de regarder le programme. Il est en conflit avec les donateurs juifs. Ils lui prennent son argent. Bob Schulman sort son argent. Il programme ensuite cet appel avec un rabbin, Josh Hammer. Non, ils étaient en train de le convaincre de se jeter du haut de la falaise. Il est dans la conversation. Il dit « Je veux que Candace revienne. » Confirmé. Cela s'est produit le 9 septembre. Je veux que Candace revienne. Je veux la voir. Il envoie aussi des messages à d'autres personnes disant « Je veux que Candace revienne. » Confirmé le 9 septembre. Et maintenant, il y a « Oh, un appel de panique. » Allez, parle juste. Discutons de tout ça. N'amène pas Tucker et Candace. Discutons de tout ça. Ce n'est pas pour débattre avec un rabbin. Et aide-moi à débattre. C'est absurde. Ils veulent que nous y croyions. Il avait besoin d'un rabbin, d'un prêtre et d'un pasteur dans les dernières 24 heures de sa vie, tous l'aidant avec des arguments à avancer. D'accord. Alors, remets ce planning à l'écran. Il termine cet appel. Il doit dîner pendant 7 heures, ce que j'ai confirmé. Il a bien dîné avec sa famille et le prêtre pour que ce prêtre prie pour lui pendant le dîner. Et puis il envoie un message à Dan, Flood et Andrew en disant « Ils vont me tuer ». Mais il parlait évidemment des trans. Sa journée était impactée par Israël. Il faisait référence à Israël quand il a dit ça. Il faisait référence à Israël. Et j'ai encore une chose à te dire. Et là, tu vas vraiment tomber de ta chaise. C'est dingue. J'ai pris Erika en flagrant délit de mensonge, un gros mensonge. Je suis retournée voir ma source. Souviens-toi, je t'ai dit quand j'ai révélé l'affaire et qu'elle a dû admettre qu'il avait envoyé un message à Dan Flood. Au début, elle a dit « Oh, il n'a jamais envoyé de message à Dan Flood ou peu importe. J'ai son téléphone. » Et là, j'ai dit « Andrew Colvette me l'a dit et ma source avait accès au message de Dan Flood. » Eh bien, Dan Flood, puis elle a admis qu'il avait bien reçu un message, mais elle a dit qu'elle avait reçu ce message sur un chat qui s'efface comme un chat Telegram. Eh bien, devine quoi? Je suis retournée voir cette source et ils m'ont dit que c'était un iMessage. Elle ment. Laisse-moi te le redire. Elle a maintenant menti 2 fois à propos de ce message à Dan Flood. D'abord, elle a dit qu'il n'existait pas. Puis elle a dit qu'il existait sur Telegram, mais que Charlie effaçait les messages, donc elle ne l'avait jamais vu. C'est faux. Il a été envoyé en e-message entre lui et Dan Flood, selon ma source, à qui j'accorde bien plus de confiance qu'à Erika, parce que je l'ai déjà prise en flagrant délit de trop gros mensonges. Donc ce n'est pas acceptable. Je vais te ramener au 8. Allons au 8, le 8 septembre, et je vais t'expliquer ce qui pose problème. J'ai dû reconstituer ce que les gens ont dit s'être passé ce jour-là, et voici ce que j'ai pu confirmer jusqu'à présent. De 10 heures du matin. À 11 heures du matin, Charlie apparaît depuis son studio à domicile. Encore une fois, tout cela correspond à l'heure locale de l'Arizona. Sur le Charlie Kirk Show, c'est une heure complète sur le réseau Salem. Ensuite, Erika m'a dit qu'elle avait réveillé Charlie de sa sieste. C'est logique, car il venait tout juste de rentrer très, très tard la veille au soir de Corée. D'accord. C'est logique qu'il fasse une sieste. Elle l'aurait réveillé pour Fox News. Selon Erika, sa présence et le fait qu'il dorme à cette heure-là semblent logiques. Nous savons que Charlie Kirk intervient depuis son studio à domicile dans l'émission Ingram Angle. Et l'émission, il la tourne depuis chez lui.
Il ne va donc pas au bureau car il est épuisé et souffre du décalage horaire. C'est également le jour où paraît dans Jézabel l'article concernant la malédiction de cette sorcière. À 17h24, l'alibi d'Erika pour moi était qu'elle venait juste de rentrer à la maison, vraisemblablement avec des courses, mais qu'elle venait juste de rentrer. À 18h06, elle envoie un message à Charlie et lui dit que le dîner est prêt. Et selon Frank, et je veux que vous écoutiez ce que Frank Turek dit ici. Il dit qu'il est allé se promener avec Charlie ce jour-là à 20h. Il dit que plus tôt dans la journée, il avait été avec Charlie, mais qu'ils sont ensuite repartis pour une longue promenade, parce qu'il avait besoin de conseils sur la façon de débattre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Charlie, tout à coup, était novice en matière de débat, et il avait besoin de consulter. On dirait le début d'une blague. Un pasteur, un prêtre et un rabbin. Sérieusement, ça ressemble littéralement au début d'une blague. Un pasteur, un prêtre et un rabbin entrent dans un bar. Mais c'est littéralement ce qu'ils disent tous. Écoutez ce que Frank Turek dit dans l'émission de Megyn Kelly. Tu sais, La dernière promenade que nous avons faite, Megyn, c'était lundi soir. Donc le jour terrible, c'était mercredi. Et donc nous avons passé un moment ensemble lundi, puis nous sommes tous les deux allés dîner. Il voulait dîner avec sa famille, c'est un homme de famille. Alors il m'a dit « Hey, tu peux revenir vers 8h, on ira se promener. » J'ai dit « Oui, d'accord. » Donc je suis redescendu à 8h. Je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit « Ok, je suis à peu près là. » Il a répondu « J'arrive. » Et puis 1 minute plus tard, il a dit « J'arrive dans un instant. Gigi vient de se lever. » Il s'occupait donc évidemment du bébé, de sa fille, parce que c'était le genre de personne qu'il était. Ensuite, nous avons fait une longue promenade et il y avait 2 grands sujets qui revenaient sans cesse et sur lesquels il voulait s'améliorer. il poursuit en disant que Charlie lui demandait des conseils sur la façon de parler aux étudiants de l'université des questions concernant le Christ. Donc, encore une fois, il avait tellement de conseillers spirituels pour l'aider à affronter cela. On pourrait penser qu'ils auraient des réponses différentes parce que tu as réussi à faire croire le rabbin au Christ, mais il a besoin de le consulter pour des questions de débat. Ensuite, il a Frank Turek, mais il n'a pas le prêtre. Bref, tout cela est très confus. Mais la partie intéressante de cette déclaration, c'est qu'il dit que Charlie devait gérer les enfants. Non, ce n'est pas le cas. J'essaie pas de trop interpréter, mais s'il est en retard pour cette promenade parce qu'il doit gérer, Gigi s'est réveillé et il doit s'en occuper. Parce que son super papa était là, Erika n'était pas à la maison. Erika n'aurait-elle pas pu le recoucher si tu avais un rendez-vous? Peut-être, peut-être bien. Elle a peut-être dit « Non, c'est ton tour. Débrouille-toi avec ça. » Mais le problème que je rencontre, c'est que j'ai maintenant confirmé ces informations auprès de personnes qui vivent là où elles vivent, car elles habitent dans un immeuble qu'elles ont toutes vu, Charlie. Ils ont également aperçu Charlie en promenade. J'ai une personne qui habite là-bas. Elle a croisé Charlie, qui était certainement en promenade, non pas avec Frank Turek, mais avec une personne de grande taille qu'elle ne reconnaissait pas. Charlie s'arrête. Ils ont parlé de son chien et il lui a dit genre « Oh, je commence ma tournée demain. » Ils ont eu une brève conversation, déclaration enregistrée. Il est donc possible qu'au début, Charlie se promenait avec Frank, puis que Frank soit parti ensuite. Donc je n'écarte pas l'idée que Frank mente, mais je le note simplement. La personne qui a confirmé avoir vu Charlie a confirmé qu'elle avait vu Charlie et où elle l'avait vu, ainsi qu'Erika en train de manger le neuf. Voir Charlie dans un ascenseur. Tout ce qui concerne Charlie concorde. Je n'arrive pas à trouver une seule personne pour confirmer qu'elle a vu Erika, qui apparemment se promenait. Je me suis alors dit, est-ce que ça n'aurait pas du sens? Elle crie au milieu d'un parking. Elle crie au milieu d'un cabinet médical. Tout le monde sait plus ou moins où il était quand Charlie s'est fait tirer dessus. D'accord? Si ce cabinet médical était occupé, il y aurait forcément quelqu'un pour dire « Hé, j'ai entendu un cri énorme dans mon cabinet médical », même s'il ne l'a pas vu. Et puis j'ai regardé mon téléphone et 15 minutes plus tard, j'ai appris que Charlie s'était fait tirer dessus. Non, elle dit aussi qu'elle s'est effondrée sur le parking. Jusqu'à présent, personne n'a vu cela. Personne dans son immeuble n'a, et ils se connaissent tous, c'est un immeuble, ils connaissent Mikey McCoy. Des gens ont dit « J'ai vu Mikey McCoy à telle date, bla 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 ». Personne ne peut confirmer avoir vu Erika à cette date alors qu'elle se comportait de façon très louche. Et il me donnait simplement un alibi très direct en faisant semblant de ne pas comprendre les instructions de cet alibi pour Fort Huachuca. Il se passait autre chose. Je ne crois pas à ces histoires. Charlie cherchait soudain l'avis d'un pasteur, d'un prêtre et d'un rabbin. Ça semble ridicule. D'accord. Je pense qu'il se passait quelque chose. Je pense que Charlie craignait pour sa vie. Je ne pense pas que cela ait un rapport avec une malédiction de Jézabel.
Je pense que tout ce qui s'est passé dans sa journée montre que Charlie était stressé par la pression qu'on lui mettait au sujet d'Israël. Et il donnait des instructions à son équipe, mais il en avait fini avec eux et il était prêt à perdre de l'argent. Donc cela ne collerait pas que. Ensuite, après avoir géré cela, il est un appel avec le rabbin qui devrait être en train de dormir en Israël, mais qui reste éveillé. Pour te donner des conseils sur un débat, comme si ça n'aurait pas pu être un simple email, cela irait dans ce sens. Il a ensuite envoyé à Andrew Colvett et Dan Flood que, selon lui, les Juifs allaient le tuer. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois qu'il s'est passé ce jour-là. Et quant à la raison pour laquelle Erika ment et couvre Dan Flood, il va falloir qu'on découvre la vérité. Ce ne sont pas de petits mensonges. Ce sont d'énormes mensonges. Ce sont de gros mensonges. Elle couvre des gens mauvais, des gens et ça n'a aucun sens. Elle accueille des personnes néfastes dans le cercle de Turning Point USA pour de l'argent. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Et je m'en fiche complètement de ceux qui veulent me critiquer sur Instagram et dire « Oh mon Dieu, le cœur ». Je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Comment pouvez-vous continuer à soutenir ce genre de choses? Et la société dans laquelle nous vivons, où de bons hommes sont abattus, tués, des enfants sont blessés, les gens mentent sur qui était Charlie, ce qu'il traversait dans ces derniers jours, et regardent ceux qui ont encore une âme en doutant de leurs intentions. Si vous savez, vous vous laissez acheter par l'argent et que le reste d'entre vous rejoint l'équipe des adorateurs de Baal, tant mieux pour vous. Nous autres, on préfère s'en abstenir. Faites une courte pause et nous passerons à certains de vos commentaires. Très bien, pour seulement 25 $ par mois, Pure Talk vous offre des appels, des textos illimités et beaucoup de données. Comparez ça aux grands opérateurs. Ils préfèrent en facturer des centaines de dollars à votre famille. Pure Talk est un opérateur américain qui soutient nos vétérans et investit uniquement aux États-Unis. Leur service client est local, donc vous parlez à quelqu'un d'ici. Pure Talk utilise les mêmes antennes que les grands opérateurs, alors profitez d'une couverture 5G supérieure sans le prix gonflé. Seulement 25 $ par mois pour les appels, les textos et beaucoup de données. Il n'y a pas de contrat, pas de frais d'annulation. Allez sur puretalk.com/Owens pour 50% de réduction sur votre premier mois. C'est puretalk.com/Owens pour passer chez Pure Talk. Je vous rappelle aussi American Financing, parce que entre le supermarché et ses primes d'assurance qui explosent, même avec un emploi stable, de plus en plus de familles sont obligées de compter sur des cartes de crédit à taux d'intérêt élevés pour couvrir leurs dépenses. Propriétaires, si vos dettes atteignent 20 ou 30% d'intérêt, trouvez du répit. Avec des taux hypothécaires au plus bas depuis 3 ans, American Financing vous aide à rembourser vos dettes avec des taux dès 5%. Leurs conseillers élaborent des stratégies de sortie de l'endettement, faisant économiser en moyenne 800 $ par mois. De plus, si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même reporter les 2 prochains versements hypothécaires, sans frais ni engagement pour voir vos économies. American Financing domine le prêt immobilier aux USA. Appelez le 800-795-1210. Encore une fois, composez le 800-795-1210 ou visitez americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Ce sont des créatures du ventre, mesdames et messieurs. Serpents. Serpents. Ils se glissent simplement vers le haut, n'est-ce pas? Je te parle. Je vous propose de l'argent. Voilà tout ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Je sais, c'est un peu comme dire « Sois cool avec le meurtre de Charlie. Je te donnerai de l'argent après avoir assassiné Charlie. » Beaucoup d'argent est en jeu. Et il y avait beaucoup d'argent en jeu. Ce que je vous ai dit, un autre fait confirmé avec tous ces licenciements récents, un gros chèque d'argent arrive avec un certain Pierre. Erika sait qui est Pierre. Je vous le dis gratuitement. Peut-être qu'elle pourrait nous le dire, nous éclairer. Vont-ils accepter l'argent? Si c'est le cas, pourquoi ne pouvez-vous pas simplement nous dire de qui il s'agit? Dites-nous simplement qui est Pierre. S'il n'a rien à voir avec ça, pourquoi agir si bizarrement? Qui est-il? C'était le chèque d'1 milliard de dollars qui était en jeu. C'est comme ça que bébé allait faire entrer de l'argent chez Turning Point USA. On fait encore les idiots? On fait comme si on ignorait qu'il appelle Charlie par simple ennui, en se disant juste « Salut, ça va? » On se voit chez Bill Atkins. « Ouais, comment est la météo? » C'est la plus belle saison dans les Hamptons. Eh bien, ici, on est juste en train de tuer encore plus d'enfants. Tu sais, sacrifier des âmes à Baal. Bref, on se parle plus tard. Je t'aime, bébé. Je ne pense pas que ça se soit passé comme ça. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur le site CandiceOwens.com. Nous avons toujours de nouveaux produits dérivés sur le site. Vous pouvez aussi acheter le pack en version papier, les 2 livres, mes livres.
Make Him a Sandwich et Blackout, les deux. Et vous allez vraiment apprécier Make Him a Sandwich. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore reçu ce cadeau de la part de votre petit ami, dites-lui que c'est ce que vous voulez pour la Saint-Valentin qui approche à grands pas. Nous avons unifié nos abonnements au Club Candice à 11,99 $ par mois ou 120 $ par an. Rejoignez le club de lecture, vu votre retard, pas besoin des dossiers Epstein. Nous savions déjà ce qui se passait et nous regardons les icônes et les symboles en sachant ce qu'ils signifient. Et oui, il y a encore beaucoup à faire. On finit ce livre vendredi. Ravi d'avoir pris le temps. C'est la fin parfaite. On gagne, les amis. Je veux que vous le sachiez aussi. Nous allons gagner. Dieu gagne à la fin. Ils le savent. Nous le savons. Et j'ai de la peine pour ces gens qui vendent leur âme pour de l'argent. Ça ne vaut pas le coup. C'est toute ton âme, mec. C'est comme si c'était toute ton âme. Je n'aimerais pas brûler en enfer pour un peu d'argent, mais ça, c'est moi. On n'est pas tous pareils. Le commentaire le plus liké d'Alge dit « Erika envoie des lettres d'avocat à quiconque conteste le récit. Désolé, coupure de courant, on manque d'électricité au Tennessee. » Il ajoute « Elle envoie des lettres, mais ne poursuit pas l'école ou la sécurité. C'est insensé. » Ouais, elle est sous cette plainte, mec. On fait des mises en demeure. Peut-être qu'on devrait faire ça contre genre Dan Flood. Pourquoi Dan Flood a-t-il une augmentation? Ça ne semble pas juste. Bref, pour continuer avec d'autres commentaires, on a Oné qui écrit « Candice, tu es un modèle incroyable. À 50 ans, tu m'incites à dire la vérité sans crainte. Invite Ye dans ton show. Jésus est roi. On attend Candice et Ye depuis un moment. Je n'appellerai même pas ça une discussion 2.0, 3.0, 6.0, 7.0, 7.0. J'aime bien le 7. On devrait le faire revenir. Je vais le contacter. Et aussi, je vais vraiment l'inviter chez moi et lui dire « Hey, tu veux venir? » Et puis lui faire enregistrer l'intro. C'est mon plan. Désolé. Ne lui dites pas. Ne diffusez pas ça. Ne lui dites pas. Oui. Dire la vérité, les gars, avec audace et être prêt à en accepter les conséquences, c'est important. La prise de conscience est importante. Avoir des gens qui disent constamment la vérité, je crois vraiment que ça résonne, littéralement. J'ai l'impression qu'on tient le diable par la queue. Je le pense vraiment. Et maintenant, quand ils mentent, ça fait un effet différent. Franchement, j'ai trouvé ce truc avec Ben vraiment hilarant. Je n'ai pas regardé tout le clip. Je ne savais pas qu'il allait dire genre que le Mossad n'a rien fait depuis les années 80. C'est drôle. C'est un gars amusant. Un type marrant. IRO, il écrit que la fête de hot dog à 65 000 $ qu'Obama a organisée à la Maison-Blanche figurait dans les fichiers de Wikileaks. Hillary l'a averti qu'il devait être plus prudent. Vous devriez discuter avec Julian Assange. Oui, il envoyait des emails à propos de soirées hot dog et pizza et elle lui a dit qu'il devrait faire plus attention. Pourquoi faudrait-il faire attention pour organiser une soirée pizza? Shiloh écrit « Candace, tu es la chercheuse de vérité et la combattante pour la justice ultime et tu as tout mon soutien. Le Christ est roi, en effet. Il déteste Jésus-Christ. C'est vrai. Et il complote constamment dans l'ombre. Il déteste la lumière. Il déteste la lumière, c'est l'essentiel. Mahoney écrit « En tant que catholique, partage avec nous l'essence de la véritable foi juive. Fais-le avec tes invités, plutôt qu'avec ceux qui l'ont transformé en autre chose. » Qu'ils appellent ça antisémite. Oui, c'est important. Et je ne cesse de le répéter, nous devons avoir cette discussion. Et merci, Sneeko. Sneeko écrit juste W, c'est juste pour dire victoire. Sneeko dit « Je viens de gagner. J'ai gagné quelque chose. Merci, Sneeko. » Mais concernant le commentaire de Mahoney, oui, il faut comprendre ceci. Toutes les religions ont été infiltrées à un moment ou à un autre et elles ont toujours été païennes. Et c'est pourquoi, quand les gens essaient de pointer du doigt en disant que c'est ceci ou cela, c'est comme non les gars, ils sont très doués pour porter différents masques et créer une fausse dialectique. Et donc, vous perdez quand vous n'arrivez pas à distinguer les Dave Smith des Ben Shapiro là où c'est le cas. C'est précisément ce qu'ils veulent. C'est quand ils font semblant que ce n'est que de la haine antisémite, de la haine, et qu'il faut être plus précis dans la compréhension des spécificités de la théologie qui les guide. Parce que, tout comme vous ne diriez jamais que le catholicisme est la même chose que le sionisme évangélique, il existe différentes sectes à travers ce qu'ils prétendent être la foi judaïque, et la mystique juive est totalement différente. Cela nous amène au Lubavitch de Chabad. Ils ont paniqué quand nous avons mentionné cela. C'est la mystique juive. C'est un livre très important, Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Et c'est fou
Toute personne qui suggère que ces gens ne détestent pas ouvertement les chrétiens, qu'ils considèrent comme des goyim, est un menteur. Quittez votre Église si on vous dit cela. On vous dit que c'est ce qu'ils sont. Ils le sont vraiment. On vous lave le cerveau pour que vous acceptiez d'être inférieur. Comment les gens peuvent-ils ne pas venir en ligne et se dire « Attends, c'est bizarre. Pourquoi devrais-je accepter le racisme? » C'est bizarre. Non, avant c'était juste « On est meilleur que vous parce qu'on est de cette couleur. » Maintenant c'est « Oh, Dieu dit qu'on est meilleur que vous. » C'est Dieu qui l'a choisi. C'est ce qui s'est passé. C'est ridicule, les gars. Réveillez-vous. Soyez attentifs. En 2026, réveillez, on a étudié Charleston en Caroline du Sud, qui était connue sous le nom de Petite Jérusalem. C'est le lieu de la toute première loge juive. Toute la ville est littéralement un échiquier. Le mat, c'est le marché aux esclaves. Oui, en fait, j'y suis allée récemment pour la première fois et j'ai trouvé très intéressant d'en apprendre beaucoup sur l'histoire et aussi sur les liens avec la France. Parce qu'on ne peut pas parler des enfants sans parler de la France. N'est-ce pas, Brigitte? Quoi de neuf, mec? Alors, quoi de neuf, mon pote? Comment tu vas? On me poursuit en justice parce que je sais, c'est leur truc contre ceux qui savent. On va te poursuivre en justice parce que tu sais qu'on est des adorateurs du diable. Tu n'as pas le droit de savoir qu'on est satanique. D'accord. Eh bien, devine quoi? Mon Dieu n'est pas Satan. Mon Dieu n'est pas l'argent. Alors, bonne chance avec ça. On se retrouve demain